Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en train de vous connecter. Merci d'être avec nous en ce lundi 9 février pour l'inauguration du Belkiver. Juste avant de laisser la parole à notre conférencier et à Madame Lemeunier et au directeur général de France Éducation Internationale, de petits aspects techniques. Vous avez un espace sur le chat. Voilà, je vois que ça y est, vous y avez accès. Et vous avez également un espace en bas qui s'appelle questions-réponses. Donc n'hésitez pas, quand notre conférencier va commencer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre surtout dans l'espace questions et réponses. Comme ça, nous les garderons pour la fin de son intervention pour qu'il puisse répondre à toutes vos interrogations. Je ne m'étends pas plus et je laisse la parole à Valérie Lemeunier, directrice du département langue française de France Éducation Internationale. Merci et bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour l'ouverture de ce Belkiver, cette nouvelle édition, l'édition 2026. Ici, nous sommes réunis avec à la fois les participants et les participantes de cette édition, mais aussi avec un public plus large. Et cette conférence inaugurale est ouverte à toutes et à tous. C'est pour ça que vous allez pouvoir ensuite échanger sur les aspects qui vous auront questionné, intéressé par rapport à ce que notre conférencier va nous livrer. Cette diversité donc de regards et de parcours qui est la spécificité un peu de ce BELC fait évidemment partie intégrante de cette édition. Pour ouvrir officiellement cette édition, j'ai le plaisir de donner la parole à notre nouveau directeur général, Monsieur Henri de Rohan-Chermack, qui reviendra plus largement sur les enjeux, les temps forts et l'esprit de ce BELC 2026. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui, alors même que sa prise de fonction est toute récente. Monsieur le directeur général, je vous cède maintenant la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, c'est j'allais dire une de mes premières sorties, même si celle-ci est virtuelle. Et je suis particulièrement content que ce soit à l'occasion d'un BELC, le BELC étant aujourd'hui presque une institution en soi. Pour moi, c'est un des points, à la fois un des points forts et un des points stratégiques de l'action de France Éducation Internationale. Et je suis vraiment très, très fier d'être parmi vous aujourd'hui. D'autant plus fier et heureux que je parle sous l'œil vigilant et sous l'oreille non moins vigilante d'un ami qui est Jonas Serrin auquel j'aurai la joie de céder la parole tout à l'heure. Je voulais simplement vous dire en arrivant à quel point vous êtes important. Alors, tout le monde est important et nos partenaires le sont. Je voudrais les remercier, notamment ceux qui sont ici. Je voudrais remercier les conférenciers, les formateurs, les médias aussi qui participent au BELC. Et donc, tout le monde est important, mais les plus importants, ce sont ceux, professeurs, inspecteurs, relais, formateurs eux-mêmes, qui participaient à ce BELC et qui allaient porter, avec l'aide de ce séminaire, qui allait porter le français dans chacun des pays où vous êtes. En effet, nous savons, mais c'est toujours bien de le répéter, que la francophonie n'est pas la propriété de la France. La francophonie, c'est le bien commun de tous les francophones et de tous ceux qui aspirent à le devenir. La francophonie, c'est donc un terrain qui est infiniment varié, infiniment plaisant à découvrir. Et donc, ce que vous faites pour la langue française, en fait, est absolument fondamental, puisque l'image que vous allez donner du français, l'image que vous donnez du français, cette image vivante, dynamique, c'est exactement celle que veut donner France Éducation Internationale, à l'opposé de toute représentation académique, de toute représentation figée dans une muséographie du français. Je dis ça en étant pleinement conscient et pleinement attaché à la valeur patrimoniale du français et notamment à la valeur de patrimoine culturel immatériel que porte cette langue. Et en même temps, notre rôle à tous, c'est de montrer à nos apprenants à quel point le français est une langue vivante, pleinement vivante.
Et donc ça, c'est grâce à vous, et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux de voir que le BELC a autant de succès, hein. Nous sommes à presque 300 participants et de 48 pays, donc c'est absolument, voilà, c'est absolument merveilleux pour moi d'entrer en fonction et de voir cette vitalité que vous incarnez. Je ne vais pas tarder plus longtemps à laisser, alors je vois un bonjour depuis le Liban, évidemment, je ne peux pas ne pas relever, y ayant été 4 ans en poste et en gardant des souvenirs merveilleux. Donc, bonjour depuis Sèvres aux Libanaises et Libanais parmi vous. Je vais laisser la parole à Jonas Hérin, dont la compétence va largement au-delà de la discipline linguistique de l'allemand qu'il incarne à l'inspection générale. Mais la diversité d'intérêts de Jonas Hérin est considérable. Sa diversité d'expertise aussi est expert auprès du Conseil de l'Europe. Je ne retiendrai, mais voilà, il vous en dira davantage, que son immense compétence en matière d'intelligence artificielle, qui est un des grands défis qui se posent à nous aujourd'hui, tant pour l'enseignement que pour l'évaluation des compétences linguistiques, de sorte que l'intelligence artificielle soit bien au service de l'humain et non le contraire. Donc, je lui laisse la parole en étant absolument ravi, encore une fois, de ce passage de relais, puisque nous avons été complices à l'inspection générale dans un temps pas si lointain. Donc, Jonas, merci infiniment d'être parmi nous et de nous faire bénéficier de ton propos. Et malheureusement, je serai obligé, tu le sais, de vous quitter dans quelques instants. Mais voilà, je me réjouis d'avance des retours que nous aurons, comme le disait Johanna Pellissier. Un des points très importants pour moi, et je terminerai là-dessus, c'est que nous puissions avoir le plus de retours possible de votre part, de sorte que cette formation elle-même soit dynamique et ne cesse de s'améliorer de session en session. À très bientôt donc pour d'autres aventures et merci encore à Jonas, à qui je cède la parole. Monsieur le directeur général, cher Henri, un grand merci de ces mots et un grand merci à l'équipe de FEI de me donner l'occasion d'ouvrir ce Belk d'hiver avec un sujet qui est complètement brûlant dans l'actualité. Et donc je vais partager le support de présentation que j'ai préparé. Voilà. Est-ce que vous me confirmez que vous le voyez bien? Oui, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler effectivement d'intelligence artificielle et je dois dire qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que mon propos n'a pas du tout vocation à défendre une technologie ou à porter au nu tel ou tel outil, mais simplement à essayer, dans un contexte où cette technologie est désormais accessible, est désormais présente et largement utilisée, voire intrusive, à envisager toutes les opportunités qu'elle peut aussi recouvrir, en particulier pour répondre à certains nœuds didactiques et pédagogiques que l'on peut rencontrer dans l'enseignement des langues étrangères et singulièrement dans l'enseignement du français langue étrangère. Sur cette diapositive, je vous propose de commencer par 3 chiffres qui sont assez éloquents sur la puissance de cette technologie. 42%, c'est le pourcentage d'adolescents américains qui disent, dans une étude qui a été conduite en octobre 2025, qu'ils comptent, en tout cas parmi leur réseau d'amis, une IA. 37%, c'est le nombre de ces mêmes adolescents qui utilisent l'IA pour de l'automédication. Et 19%, c'est le pourcentage de ces mêmes jeunes qui disent avoir déjà eu une relation romantique avec une intelligence artificielle. Donc vous voyez que cette technologie, elle est d'une puissance totalement inégalée par rapport à ce que l'on a pu concevoir et il est important de s'en emparer à la fois pour voir en quoi elle peut nous servir dans l'enseignement et dans l'apprentissage des langues, mais aussi quelle est notre responsabilité pour éduquer à travers l'enseignement et l'apprentissage du français les jeunes à des usages responsables et frugaux de cette technologie qui est particulièrement énergivore. En France, nous avons un cadre d'usage dans l'éducation sur l'IA qui repose sur une vigilance absolue des données, en particulier des données des mineurs, des élèves que nous avons dans nos salles de classe, une alerte sur le coût environnemental, je viens de le dire, une transparence des usages
et surtout l'enjeu de développer un esprit critique chez les élèves sur les résultats produits par cette technologie. Et ensuite, nous essayons de voir s'il y a une plus-value pédagogique ou non à l'utilisation de l'IA. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer comment vous pouvez faire dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage du français. Cette technologie, elle comporte de nombreux biais puisque ce sont des technologies qui reposent sur des algorithmes qui ont des biais de conception. Ensuite, à ces biais de conception s'ajoutent les biais humains, nos biais naturels que nous avons tous, et les biais d'usage, la manière dont nous regardons, nous créons un déséquilibre qui peut être dangereux sur la manière dont nous interagissons les uns avec les autres, surtout si nous laissons trop de place à cette technologie. En clair, cette technologie nous amène à être très très vigilants sur les données que nous utilisons et aussi nous donne une opportunité, celle de renforcer la question du consentement de l'élève, du consentement de l'apprenant, qui doit toujours avoir le choix d'utiliser ou non cette technologie. Si je prends maintenant la question de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, et en particulier de la didactique des langues vivantes, celle-ci a évolué. On est passé d'une approche communicationnelle, c'est-à-dire qu'on apprenait les langues pour voyager, à une approche dite actionnelle, où on voyageait pour apprendre, c'est-à-dire qu'on essayait de proposer aux apprenants des contenus de cours qui étaient très proches de la réalité d'usage de la langue. Désormais, dans le monde qui est émaillé à la fois des réseaux sociaux et des technologies d'intelligence artificielle, l'enjeu c'est dans le monde actuel, coopération renforcée. Et cela passe par plurilinguisme, mais aussi la capacité à entrer en dialogue avec d'autres cultures. Et donc là, on est dans l'approche de l'engagement. Et cet engagement, il ne peut pas être séparé d'une éducation aux médias et à l'information. Le Conseil de l'Europe parle en effet depuis 2017 de désordre informationnel. Et le rôle de l'éducation, c'est de donner des clés aux jeunes pour trouver leur chemin à travers ce désordre informationnel. Si j'en arrive maintenant à la technologie d'intelligence artificielle, j'ai choisi d'y entrer par la question de la traduction. Aujourd'hui, on a des traducteurs qui sont très puissants et beaucoup de décideurs se demandent s'il est encore important d'apprendre les langues. Alors pour ça, il faut comparer ce que fait un humain et ce que fait la machine. Vous avez ici à l'écran un disque vert qui montre tout ce dont est capable un traducteur humain expert de plusieurs langues. Et vous avez en bleu ce que fait la machine. Jusqu'aux années 90, on avait de la traduction automatique qui était basée sur les règles. Donc c'était une machine qui comparait les systèmes linguistiques. Donc vous voyez, elle se limitait à de la comparaison et donc elle faisait très très peu par rapport à ce qu'est capable un humain. L'humain, c'est tout ce qu'il y a dans le disque vert. Ensuite est arrivée la traduction automatique dans les années 90 qui a fait vraiment de gros progrès et qui permettait par exemple d'aller vers des idiomes, des expressions idiomatiques de la langue qui peuvent être maîtrisées par la machine et qui peuvent être données dans le cadre d'une traduction. Aujourd'hui, on travaille sur la traduction neuronale. Vous voyez que le disque bleu s'agrandit au fur et à mesure. Et la machine aujourd'hui, elle est capable de flexibilité linguistique. Elle est par exemple, un dialogueur d'IA peut par exemple, si vous lui demandez, vous répondre de manière humoristique. Il est capable, mais ça reste une machine. Donc la machine n'est toujours pas capable d'empathie, contrairement à un traducteur ou un interprète humain. Et c'est ça la différence entre l'humain et la machine du point de vue de la traduction. Et c'est ce qui montre d'ailleurs qu'il n'a jamais été aussi important d'apprendre et de maîtriser plusieurs langues, c'est justement parce que la machine ne pourra jamais rattraper l'humain dans la technologie que nous connaissons. Ce qui est important, c'est de comprendre cette technologie et surtout de travailler sur le lien entre l'humain et la machine. Et ce lien, avec les grands modèles de langage, il est fondamentalement linguistique. Vous voyez, donc plus on maîtrise la langue pour commander, pour maîtriser cette machine, moins on est dépendant de la technologie et plus
on peut utiliser la technologie de manière pertinente pour répondre à nos objectifs. Moins on maîtrise les langues et moins on connaît la technologie, plus on risque la dépendance à cette même technologie. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans le cadre de l'éducation plurilingue et interculturelle? Tout d'abord, nous disposons tous d'un répertoire langagier qui est unique. Il n'y a pas différents compartiments pour les différentes langues que nous parlons ou que nous maîtrisons à différents niveaux. Tout ceci est dans notre répertoire, un répertoire donc unique, et nous permet d'agir dans notre environnement en mobilisant ces compétences. Une des grandes difficultés de la didactique des langues, c'est d'aider les élèves à mobiliser la totalité de leur répertoire plurilingue pour apprendre de nouvelles langues. Et ça, de manière inconsciente ou de manière consciente. Et donc, c'est ces articulations que j'ai essayé de matérialiser par des petits pointillés ici sur cette diapositive qui sont le cœur du métier du professeur de langue et donc du professeur de français langue étrangère. Comment est-ce que la machine peut nous aider dans ce sens-là? Tout d'abord, la technologie de l'IA, il faut le savoir, c'est une technologie de traitement de l'information. Donc ça, c'est vraiment le vrai changement, si vous voulez, technologique. Et ensuite, ce traitement de l'information nous permet ou doit aider l'élève à activer son répertoire avant l'apprentissage, par exemple par le biais de la réalité étendue, j'y reviendrai tout à l'heure, à raisonner entre les langues. Là, ce sont essentiellement des outils, des traducteurs justement qui vont nous aider, de soutenir l'étayage métalinguistique. Là, ce sont des outils d'IA adaptatifs qui peuvent nous aider, de rétroagir ou d'adapter l'apprentissage. Là, c'est plutôt l'IA générative qui va nous aider. Et enfin, de soutenir l'engagement dans la médiation. Et là encore, ce sont les IA génératifs qui nous offrent de nouvelles solutions. Si je prends, par exemple, le diamant langagier de Nathalie Auger, professeure à l'université Paul Valéry de Montpellier, diamant langagier qui permet de couvrir toutes les possibilités de valorisation du plurilinguisme qui est présent dans la salle de classe. Si vous ne connaissez pas les travaux de Nathalie Auger, j'ai mis un lien ici vers le diamant langagier, c'est vraiment passionnant et c'est extrêmement concret pour voir comment dans la salle de classe je peux justement mobiliser le répertoire des élèves. Alors, si on y ajoute l'IA, quelle peut être la plus-value de l'IA pour augmenter cette dynamique de valorisation du répertoire plurilingue des élèves? Tout d'abord, l'IA va permettre d'engager les élèves, de valoriser leur répertoire, de les mobiliser à un moment donné où ils sont hésitants. Je pense en particulier à la coécriture avec l'IA, mais je vous donnerai des exemples concrets tout à l'heure. Peut-être de les responsabiliser davantage, d'aller explorer d'autres champs, d'aller donner de la responsabilité aux élèves dans la recherche d'informations, dans la vérification d'informations. L'IA peut nous aider à aller plus loin dans l'inclusion, en particulier des élèves allophones, mais aussi de former peut-être plus rapidement les enseignants, mais aussi peut-être de former ou d'informer les parents. Donc l'augmentation par l'IA, c'est une augmentation par l'information, l'assistance, l'immersion, l'explication, l'articulation entre les langues, la traçabilité des apprentissages et la traduction. Alors comment fonctionne l'IA générative? Le principe de l'IA générative, c'est un algorithme qui fonctionne sur une logique de probabilité. Donc l'approche, elle est fondamentalement probabiliste. La machine n'est pas intelligente. Elle va décider d'accoler un certain nombre d'éléments de langage, de faits de langue, en fonction de la plus grande probabilité qu'ils puissent aller ensemble. Je donne le contexte amphibien. Il y a de fortes chances que vous pensiez à rivière, à crapaud ou à lézard. Si je vous donne le même mot de grenouille et que je vous dis conte de fées, vous allez peut-être penser à princesse, à baiser ou à sort. Vous voyez, donc en fonction du contexte, la proximité sémantique ne sera pas forcément la même. Et donc sur cette seule base-là, l'IA va pouvoir construire des phrases et ensuite des textes, mais qui ne font pas sens pour la machine. La machine, elle a juste travaillé par probabilité. Et donc tous ces éléments-là, on les appelle des tokens, ce sont les plus petites unités que mobilise la machine, le grand modèle de langage, pour construire du texte. Mais la machine ne donne pas de sens, c'est nous humains, en regardant le résultat, en lisant la phrase ou le texte que nous donne la machine, qui donnons sens. C'est nous, l'intelligence c'est nous.
Et la machine nous assiste. Donc c'est pour ça que j'aime à parler d'intelligence assistée. Pour utiliser ces machines, il faut rédiger des requêtes qui permettent de solliciter la machine. Et pour être le plus efficace possible, quand on rédige cette requête, il faut donner un rôle à la machine, lui donner une tâche, expliquer quel est notre objectif et le contexte dans lequel on formule cette demande. Dans notre requête, on a de fortes chances d'obtenir une bonne requête. Et parfois, si vous avez une requête complexe à formuler en direction d'un dialogueur d'IA, je vous propose d'ajouter « Pose-moi des questions de clarification jusqu'à ce que tu sois certain à 90% de pouvoir répondre pleinement à ma demande. » Donc vous allez entrer complètement dans le jeu du dialogue avec la machine jusqu'à ce que la machine ait le sentiment ou l'impression ou les éléments pour pouvoir répondre à votre demande avec précision. Donc vous voyez que l'enjeu de la relation avec la machine est fondamentalement un enjeu de maîtrise de la langue. Et cela vous permet ensuite, quand vous utilisez les IA génératives, de passer d'un texte à un autre. Par exemple, quand vous demandez une synthèse d'un dossier, ou quand vous demandez une simplification d'un texte ou une prolongation d'une histoire, l'intelligence artificielle générative peut vous le proposer. Mais sur la même base algorithmique, vous pouvez transformer une image en texte, un texte en vidéo, une vidéo en chanson, etc. Et donc, je parle ici de multimodialité parce que ça nous donne une grande flexibilité sémiotique pour entrer dans la langue. Quand j'enseigne le français à partir d'un texte, si je sais qu'une partie ou un passage de ce texte est compliqué pour les élèves, je peux tout à fait utiliser l'IA pour générer une image qui va expliciter ce passage pour faciliter la lecture et l'appréhension du contenu du document qui doit être lu. Quand on enseigne une autre discipline en français, on parle de discipline non linguistique ou d'enseignement intégré de la langue, cela marche aussi de manière assez efficace. Je vais vous donner un exemple concret d'un cours d'histoire ou d'un cours de sciences ou d'un cours de mathématiques en français langue étrangère. Je prends 3 phases simples. Le cours, au début du cours, le professeur fait découvrir quelque chose aux élèves, un concept nouveau, et pour cela, il amène une documentation. C'est ce qu'il y a en vert sur ce graphique, la sémiotique. Dans une deuxième phase, la phase dite de négociation, les élèves vont devoir comprendre ces documents et vont entrer en dialogue entre eux, avec les documents proposés par le professeur ou même avec le professeur lui-même. Et dans une troisième phase, ils vont utiliser ce qu'ils ont appris pour agir, pour réaliser une tâche ou un projet. Donc là, c'est la phase de l'appropriation. Ce que l'on constate et ce que l'on sait avec les études menées par le Conseil de l'Europe sur les dimensions linguistiques de tous les apprentissages, c'est qu'il y a un fort intérêt des élèves au début du cours parce qu'il y a l'attrait de la nouveauté. Ensuite, il y a une baisse, une cassure, parce que là, la nouveauté est là, mais je n'ai pas encore les mots pour le dire. Je dois m'approprier les nouveaux éléments de langage, le nouveau lexique, le jargon spécifique de la discipline. Et ça prend du temps et c'est le passage difficile pour l'élève. Et ensuite, dans une troisième phase, ça repart parce que je me suis approprié le nouveau vocabulaire et je peux l'utiliser pour réaliser la tâche qui m'est demandée. Avec l'intelligence artificielle, il y a la possibilité d'aplanir complètement la courbe et d'accélérer l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'une intelligence artificielle peut être programmée pour personnaliser l'acquisition de ce nouveau lexique ou de cette nouvelle terminologie en fonction du profil des élèves. L'IA peut sécuriser l'insécurité linguistique des élèves et donc lui donner confiance et donc ainsi maintenir la motivation. Donc voilà un exemple concret du moment où on peut utiliser l'IA pour accélérer l'utilisation d'une langue étrangère en classe. Se pose dès lors que l'on a la possibilité de transformer des documents ou de créer des documents artificiels, la question du document authentique. L'apprentissage de la langue, il est toujours ancré culturellement. C'est parce qu'on a la possibilité d'aller découvrir l'autre, d'aller comprendre, d'essayer de comprendre le regard différent qu'il pose sur le monde, parce qu'il a une langue différente et des références culturelles différentes, que le cours de langue fait sens. Et il continuera à faire sens justement dans ce principe d'intérêt pour l'altérité. Donc,
certes, j'ai la possibilité de modifier des documents et parfois il peut être pertinent de simplifier quand on a un texte littéraire extrêmement complexe, donner une version simplifiée aux élèves qui n'auraient pas accès sinon à ce texte-là peut être intéressant, mais à la condition ensuite de revenir au texte original. Mais il faut aussi réfléchir aux documents que l'on trouve sur Internet qui sont de plus en plus artificiels, précisément parce qu'on peut en générer facilement avec l'intelligence artificielle. On estime aujourd'hui à peu près 13% de la documentation en ligne sur Internet qui est une documentation qui repose sur des données complètement artificielles. Donc la réflexion sur l'authenticité d'une culture et sur l'artificialisation par la machine, elle fait aussi partie de la responsabilité du cours de langue vivante étrangère. Maintenant, on peut se poser la question de quelle IA je dois utiliser. Alors, je vais vous donner un exemple très concret, celui d'écrire en français. Si vous prenez le dialogueur, prenons n'importe quel dialogueur qui est accessible au grand public, je pense à Mistral le chat, à ChatGPT, à Gemini, à Copilot, etc. Ce sont alors qu'il doit écrire un texte en français, que va-t-il se passer? Le dialogueur va écrire à la place de l'élève. Donc, est-ce que l'élève va progresser? Ça n'est pas du tout sûr. Ça n'est pas du tout certain. Et surtout, quand l'élève rendra sa copie au professeur, il va rendre quoi? Il va rendre ce qu'aura produit la machine, pas ce que lui, élève, aura produit. Donc, ça va en fait conduire à une démotivation de l'élève et à un manque de lisibilité pour l'enseignant. Ensuite, on a la possibilité d'utiliser des outils qui sont spécialisés dans la correction de la langue. Là, la chose est un peu différente. C'est toujours de l'IA générative, mais cette fois-ci, c'est bien l'élève qui va produire un premier texte. Et ensuite, l'assistant correcteur va accompagner l'élève pour le guider, pour lui améliorer son texte. Donc là, l'élève va rendre un texte à son professeur qui sera un texte correct, qu'il aura initialement produit lui-même, mais qui aura été entièrement corrigé par la machine. Donc l'intérêt, c'est que l'élève va écrire lui-même, mais les limites de l'évaluation pour le professeur, c'est qu'il va se retrouver avec un texte qui finalement aura été corrigé par la machine et dont qui ne lui donnera aucune information sur le véritable niveau de son élève. Ça, ce sont deux outils d'IA générative. Maintenant, comment fonctionnent les outils d'IA adaptative? Ils fonctionnent un petit peu différemment. Ce sont des outils que le prof va inscrire à la tâche. Donc la machine a l'information de la tâche que l'élève doit réaliser. L'élève produit son texte, le saisit dans la machine et la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? En fonction de la tâche initiale, elle va regarder ce que l'élève a produit et elle va lui faire des propositions. Par exemple, regarde ce passage, donc elle va souligner un passage du texte. Tu as répété souvent ce mot. Est-ce que tu ne peux pas aller chercher dans le dictionnaire un synonyme pour essayer de diversifier le lexique que tu utilises? Ou alors, regarde ce passage, là, tu ne maîtrises pas très bien par exemple, le passé composé. Donc la machine va surligner tous les passages du passé composé et la machine va proposer à l'élève la règle concernant la formation du passé composé et peut lui proposer des petits exercices à côté pour qu'il s'entraîne avant que l'élève ne revienne sur son texte initial et décide lui-même ce qu'il fait. Donc vous voyez, l'IA adaptative, elle ne fait pas à la place de l'élève, mais elle assiste l'élève tout au long du processus. Donc la différence entre l'IA générative et l'IA adaptative, c'est que l'IA générative est centrée sur le résultat final, alors que l'IA adaptative est centrée sur le processus. Et plus on sera centré sur le processus, y compris en évaluation, plus on ira vers des évaluations formatives et de l'auto-évaluation, plus on a de chances que l'IA apporte vraiment une plus-value dans le parcours d'apprentissage de la langue française. Il en est de même pour les 7 domaines principaux de l'enseignement sensible à la langue. L'enseignement sensible à la langue, c'est de prendre en compte tous les éléments de la langue qui sont des atouts ou des entraves pour accéder à l'apprentissage. Donc vous voyez, j'ai essayé de les lister ici. Vous avez évidemment les répertoires plurilingues, la dimension linguistique des apprentissages, les différents niveaux d'abstraction, les différents types de discours, la construction didactique, l'étayage ou la verbalisation et la voix de l'élève.
donc son engagement. Donc vous voyez, à travers ces 7 dimensions-là, j'ai essayé de montrer dans le tableau que vous avez sous les yeux ce que peut apporter l'usage d'une IA. Et l'usage n'est pas forcément toujours direct, il peut être aussi indirect. Par exemple, sur les différents types de discours, on ne va peut-être pas utiliser l'IA de la même manière si je dois me préparer à un débat, donc m'entraîner à l'utilisation orale d'une langue dialoguée, ou si je vais devoir raconter quelque chose. Vous voyez, donc on ne va pas utiliser l'outil de la même manière. De la même façon, quand on utilise l'IA avec les élèves, il est conseillé d'avoir des consignes extrêmement simples autour de 3 domaines. Le premier, reformuler ou synthétiser ce qu'il y a dans un document. Et le troisième domaine, c'est de s'engager, d'imaginer ou de créer. Vous voyez, là aussi, en fonction du projet, en fonction de la consigne, on ne va pas forcément utiliser l'intelligence artificielle de la même manière. Et donc, vous avez ici sous les yeux 10 exemples d'utilisation de l'IA pour essayer de répondre à des nœuds didactiques de l'enseignement des langues vivantes étrangères. Par exemple, l'immersion, elle permet de débrider certains élèves, de faire en sorte qu'ils osent davantage, qu'ils aient davantage confiance, parce qu'ils peuvent au départ s'entraîner avec la machine avant d'utiliser la langue, soit face à la classe, soit dans un contexte réel, en échange avec d'autres élèves qui apprennent le français ou des élèves francophones. Avec une IA, un dialogueur d'IA, vous pouvez transformer un tableau simple en tableau qui dialogue avec les élèves, par exemple. Vous pouvez leur faire faire un voyage dans le temps en faisant parler des personnages historiques. Vous pouvez faire des créations multimédia avec les élèves. Vous pouvez travailler sur des avatars des élèves, des espèces de doubles numériques qui utiliseraient parfaitement le français pour motiver vos élèves. Vous pouvez aussi travailler sur une logique d'inversion, de classe inversée, si vous voulez, ou de recherche augmentée. Bref, les possibilités sont absolument sans limite. Mais dans ce contexte-là, et je le disais d'emblée, il est important de comprendre la responsabilité qui est la nôtre, en particulier dans l'éducation aux médias et à l'information et dans l'éducation aux valeurs que nous voulons partager avec les élèves. C'est ainsi qu'il faut croiser l'éducation aux médias, qui permet de décoder les messages des médias, d'évaluer l'influence de ces messages sur les comportements de manière critique, et la littératie de l'IA, qui est celle de comprendre le fonctionnement de la technologie de l'IA, de savoir l'utiliser de manière raisonnable et de réfléchir de manière critique, là aussi, sur ses conséquences sur l'humain. Et quand on croise les deux, on peut comprendre les effets, par exemple, des écrans sur la pensée, les effets de la communication numérique sur les relations sociales, les effets par exemple du téléphone sur les relations interpersonnelles, ou apprendre à créer et partager du contenu de manière sécurisée et éthique. Et donc je vous invite à vous référer, si vous voulez aller plus loin dans ce champ-là, à la recommandation du Conseil de l'Europe sur l'importance de l'éducation plurilingue et interculturelle pour une culture de la démocratie, et notamment au cadre de référence pour une culture de la démocratie, dont vous avez ici le papillon, qui regroupe un certain nombre de compétences, et si vous regardez dans le détail de ces compétences, elles sont toutes extrêmement liées à l'apprentissage des langues étrangères, et singulièrement du français. Développer de l'empathie, apprendre à écouter et observer, le respect, l'esprit civique, la responsabilité, la coopération, la résolution de conflits. Tout ça, ce sont des objets concrets de ce que nous essayons de développer quand on est professeur de langue vivante et singulièrement de langue vivante étrangère. Notre responsabilité en tant que linguiste, c'est aussi maintenant d'éduquer à l'IA, d'enseigner l'IA et d'enseigner avec l'intelligence artificielle. Et d'aller beaucoup plus loin aussi dans la façon de penser des formes sociales de travail en classe pour permettre aux élèves d'être des mentors, d'être des médiateurs, d'être des modérateurs, d'être des ambassadeurs. Et plus ils seront dans l'interaction et la médiation avec les autres, plus ils pourront développer, et vous avez ça sur la droite de cette diapositive, des stratégies de la communication qui sont si essentielles pour progresser en français. Et donc, c'est ainsi qu'on se rend compte
que les activités langagières que l'on avait visualisées de cette manière, c'est-à-dire la réception et la production comme entrée, et puis ensuite on arrive à l'interaction, et si on a le temps, on arrive à la médiation, sont en train de s'inverser. Parce que l'IA, c'est un assistant qui constitue en quelque sorte une troisième voie dans la salle de classe à côté de celle du professeur et de celle des élèves. Et donc, avec cette troisième voie, on entre dans une dimension que l'on appelle socio-interactionnelle et qui permet à un apprenant d'interagir très très vite avec des locuteurs experts de la langue, avec, donc en l'occurrence pour vous, avec des élèves ou des adultes francophones par le biais de l'usage des outils numériques. Et donc ça nécessite l'accès à la littératie de la communication. Et donc ça veut dire que l'on entre maintenant désormais dans le cours de langue d'abord par la médiation. Et il y a 3 types à prendre des notes, synthétiser ou transmettre une information que l'on a lue ou que l'on a entendue à quelqu'un d'autre. La médiation de concepts, que je vais résumer sous la forme de travail en collectif, de travail en réseau, pour résoudre un problème, pour coopérer autour d'un projet. Et la médiation de la communication, qui, elle, vise à faciliter la communication entre deux pôles qui ne sont pas capables de se comprendre en direct. Alors ça peut être de l'interprétation, de la traduction, mais ça peut être aussi de la recherche de compromis ou une volonté par la langue d'essayer de surmonter des désaccords. Et ce qui est intéressant pour les professeurs de langue, c'est qu'il s'agit maintenant de développer ces 3 types de... Et c'est là que l'intelligence artificielle va vous aider parce qu'elle va cibler les stratégies, elle va vous permettre de cibler beaucoup plus précisément les stratégies que les élèves doivent apprendre. Par exemple, stratégie de la réception pour inférer, catégoriser, investiguer. Stratégie de l'interaction pour interpeller, coopérer ou faire clarifier. Stratégie de la production pour planifier, compenser, contourner. Et vous avez ici, en la fin, des outils d'intelligence artificielle que vous devez choisir ou que vous pouvez choisir de manière ciblée pour vous aider vraiment de manière précise autour des besoins qui sont les vôtres. Je vous ai mis ici sur cette présentation 3 exemples de médiation. Donc médiation de texte, c'est l'exemple de coécrire avec un dialogueur une histoire. Vous savez, les élèves ont mal à se lancer dans l'écriture. S'ils savent que s'ils écrivent une phrase et que l'IA ensuite écrit une phrase et qu'eux à nouveau écrivent une phrase et que l'IA écrive une phrase, ils vont se lancer et sans qu'ils s'en rendent compte, ils auront écrit une page entière. Pour la médiation de concept, on peut travailler par exemple sur la réalité augmentée ou la réalité étendue pour créer des animations pour des partenaires ou des touristes qui visiteraient notre région. Pour la médiation de la communication, on peut s'amuser à adapter un conte en le faisant passer d'une culture à une autre, par exemple, ou en renversant la perspective narrative. Vous avez là des possibilités, encore une fois, absolument inédites. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette 3e voie dans la classe, elle change profondément aussi les relations pédagogiques. Le professeur, c'est ce que j'aime dire, il devient maintenant un ingénieur pédagogique dans la salle de classe, alors qu'ils apprennent. C'est sur eux que repose maintenant la médiation linguistique et culturelle, moins sur l'enseignant. L'enseignant, c'est l'ingénieur qui accompagne l'ensemble. Sur cette base-là, on peut imaginer comparer une approche traditionnelle de l'enseignement du français, par exemple sur la vie du futur, et une approche augmentée par l'IA. Si vous regardez ici dans ce que je vous ai proposé, l'approche augmentée par l'IA, elle va beaucoup plus responsabiliser les élèves, leur donner la possibilité d'affiner une proposition initiale du professeur, d'être donc force de proposition, de prendre l'initiative sur la documentation en allant enrichir la documentation commune, de co-construire un projet et évidemment d'interagir et de médier autour de l'utilisation de la langue française. Avec l'IA, un adolescent qui démarrait par exemple le français et qui était parfois un petit peu frustré parce qu'il voulait exprimer des choses qui correspondent à sa maturité intellectuelle, mais qui ne correspondent pas à sa maturité linguistique dans l'usage du français. Avec l'IA, on peut accélérer cela. Il va pouvoir beaucoup plus rapidement exprimer des choses un peu plus fines, un peu plus complexes qu'il souhaiterait exprimer dans la langue cible du cours. Pour synthétiser mon propos, je dirais qu'il y a 3 choses à retenir. Tout d'abord, la question de l'agentivité. L'IA doit donner la possibilité à l'élève d'agir avec la langue française, de s'engager avec la langue française.
La deuxième chose, c'est que beaucoup plus rapidement, il peut devenir autonome dans l'utilisation de la langue française, c'est-à-dire de décider d'un certain nombre de choses dans son processus d'apprentissage sans nécessairement et systématiquement la présence d'un adulte expert. Et la troisième chose, c'est que beaucoup plus rapidement, on va pouvoir amener les élèves à un niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, donc à un niveau d'indépendance langagière qui va lui permettre d'agir justement en médiateur de la communication ou un médiateur du dialogue interculturel. En clair, l'élève, avec l'IA, va pouvoir habiter le monde différemment avec la langue, gérer son apprentissage et communiquer sur la plupart des situations usuelles en utilisant beaucoup plus rapidement le français au niveau de sa maturité intellectuelle. Et ces trois éléments sont importants parce que sans agentivité, vous n'avez pas d'engagement, sans autonomie, vous n'avez pas d'épanouissement de l'élève, et sans indépendance langagière, eh bien, il va nous manquer des médiateurs du dialogue interculturel qui sont si importants pour la cohésion sociale dans nos sociétés de plus en plus diverses. Et donc, je vous propose 4 exemples d'application de ce que je viens de vous proposer sur la manière dont vous pouvez utiliser l'IA. Alors, un exemple autour de l'exploration d'une chanson. Alors, j'ai pris Aya Nakamura, puisque ces textes sont d'une grande créativité linguistique, et en particulier interlinguistique, puisqu'elle utilise plusieurs langues autour de la langue française. Et là, l'IA vous permet d'aider les élèves à dénouer un petit peu les différentes langues qu'elle utilise, d'aller chercher les registres de langues qu'elle utilise, d'aller regarder les emprunts, les anglicismes ou les apports translangagiers qui sont dans ces langues, de travailler sur le rythme et la rime, d'explorer les liens donc, entre texte et musique, de travailler aussi sur le tempo dans la déclamation. Vous savez, le tempo, c'est vraiment intéressant pour aller développer la prosodie des élèves dans l'utilisation de la langue française, de soutenir les élèves dans un travail de réécriture de la chanson ou de permettre aux élèves de créer leur propre chanson, style Aya Nakamura. Ça, c'est des choses qu'on peut faire assez rapidement avec les élèves dès le niveau A2. Un deuxième exemple, c'est l'utilisation du cinéma. Souvent, quand on utilise le film en cours de langue étrangère, on a tendance à avoir 2 temps. Le temps où on regarde le film et le temps ensuite où on parle du film et on essaye d'en faire quelque chose. Là, avec l'intelligence artificielle, on peut installer beaucoup plus de fluidité dans les différentes étapes du cours. On peut, par exemple, faire réaliser une interview fictive du réalisateur du film avec un dialogueur d'IA, qui jouerait ce rôle-là, par exemple. On peut essayer de changer le scénario. On peut animer un débat et dans le débat, avoir un contradicteur IA, d'avoir le débat, la classe face à l'IA, autour du film. En fait, ça donne la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans l'image et d'aller diversifier les entrées en fonction aussi de l'appétence des élèves. Ça, je dirais qu'on peut le faire au niveau B1. Pardon, j'ai utilisé des illustrations que j'ai générées avec IA, parce que je n'ai pas les droits à l'image, justement. Et donc là, j'ai généré quelque chose qui ressemble à l'affiche du film L'amour ouf. Un troisième exemple, ce sont les lieux culturels. Vous avez la possibilité, évidemment, toujours, il n'y a rien de mieux que d'aller se rendre sur un lieu culturel et de le visiter en personne, en chair et en os. Mais parfois, ça n'est pas possible en raison de la distance. Et parfois, on a tout de même la volonté de faire partager une visite à quelqu'un qui est à distance. Moi, j'imagine assez bien un partenariat entre une école quelque part dans le monde et, par exemple, une école parisienne qui pourrait filmer la visite, par exemple, du musée des arts et métiers et utiliser l'IA pour ensuite construire, avec la classe partenaire à l'étranger, une visite virtuelle du musée. Et là, il y a énormément de pistes. Vous pouvez travailler sur un parcours scénarisé multilingue. Vous pouvez travailler sur une web-série Une nuit au musée, avec un petit scénario un peu de type enquête criminelle. Vous pouvez travailler sur des sciences faciles. On est au musée des arts et métiers, il y a énormément de sciences. Travailler les sciences en français par le biais de la culture, c'est une excellente entrée et l'intelligence artificielle peut soutenir cette articulation entre art et sciences et langue. Faire un voyage interactif autour de l'inventeur du 19e siècle. Dialoguer avec des objets. Vous pouvez par exemple dialoguer avec le pendule de Foucault qui peut vous expliquer son origine, le sens, son interprétation, son histoire.
ou la machine à calculer ou la voiture à vapeur, par exemple. Vous pouvez réaliser des podcasts ou imaginer le musée dans 100 ans. Vous voyez, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec l'IA qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin dans la créativité que l'on peut proposer aux apprenants de la langue française. Et le dernier exemple que j'aimerais vous proposer, c'est celui sur la lecture de romans, d'une œuvre complète. Ici, La Nuit au cœur, hein, qui est le prix Goncourt des lycéens de cette année, qui propose l'histoire de 3 femmes. Donc c'est une narration polyphonique, qu'on appelle polyphonique, et que j'ai trouvé particulièrement intéressante dans sa forme, parce que précisément, l'intelligence artificielle peut vous aider à entrer dans les réseaux de sens du texte, générer une carte mentale des différents personnages pour suivre les 3 narrations, travailler sur l'animation d'un passage en réalité augmentée, bien sûr, mais aussi dialoguer virtuellement, soit avec l'auteur, soit avec l'une des héroïnes de ce roman, et puis soutenir aussi une lecture comparée. C'est un roman qui dénonce la violence faite aux femmes, et travailler sur de la littérature soit féministe, soit de la littérature qui traite de l'égalité femmes-hommes ou qui aborde la question de la condition féminine dans telle ou telle culture, l'IA peut vous aider à explorer tout un champ de littérature comparée auquel vous pourriez avoir accès, mais à force d'un travail extrêmement fastidieux et long. L'IA peut vous faire gagner un temps fou, surtout si vous avez déjà une expertise de ce sujet. Voilà 4 exemples que je voulais partager avec vous, et je vais terminer par une image un petit peu globale qui résume ce que j'ai essayé de vous dire. Donc vous avez 4 enjeux essentiels dans l'appréhension de l'IA dans le cours de français langue étrangère, en partant du principe que l'IA, l'assistant IA, constitue vraiment un tiers pédagogique dans la classe. Donc le dialogue interculturel, la motivation, l'éducation plurilingue et l'évolution des tâches. Et donc, quand je déploie mon schéma, je dirais qu'il y a 4 enjeux fondamentaux. Celui d'abord de l'enseignement, un enseignement qui doit devenir beaucoup plus explicite et beaucoup plus transparent, la possibilité de faire converger la langue et la maturité des apprenants, de rendre accessible un certain nombre de documents qui ne l'étaient pas, et d'augmenter l'exposition des élèves à la langue cible. Le deuxième aspect, l'aspect orienté, c'est celui de l'évaluation formative. Vous savez, c'est celui du processus. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final, donner plus d'importance au processus d'apprentissage, au cheminement, personnaliser, développer l'auto-évaluation, apprendre à un élève à valoriser et gérer son répertoire plurilingue. Le troisième aspect, c'est la pédagogie dite inactive, qui met en acte et en activité l'élève. Et là, ça veut dire qu'il est de notre responsabilité d'éduquer l'élève à l'IA et en particulier à la littératie de l'IA, de développer des compétences métalinguistiques et métacognitives et d'aller aussi loin que possible dans les possibilités offertes par cette technologie pour le dialogue entre les langues. Et enfin, le dernier point, c'est le point agir. Agir en médiateur, s'engager, c'est vraiment l'objectif qui doit être le nôtre en tant qu'enseignant et linguiste. Surtout quand on ouvre les élèves à un autre monde, quand on fait dialoguer les cultures, c'est leur donner la possibilité d'agir avec ce qu'ils ont appris, de maîtriser donc les stratégies de la communication langagière et de les responsabiliser autour de valeurs et de cultures et de les engager démocratiquement, en particulier en développant leur prise de décision. Voilà, j'espère que ces propos vous auront intéressé. Je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous pourriez avoir, et en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci. Alors, en effet, Monsieur Hérin, on a plusieurs questions. Je vais essayer de reprendre un peu dans l'ordre, mais il y a plusieurs personnes qui demandent effectivement peut-être des exemples d'IA, d'outils d'IA adaptatifs qui pourraient être utilisés pour l'élaboration de cours. Oui. Alors, ce qui s'est fortement développé, ce sont les outils d'IA générative. Les outils d'IA adaptative, ils peinent encore à se développer.
Alors, ça me gêne toujours de donner l'exemple d'outils parce que ce sont des solutions commerciales et je ne veux absolument pas mettre en avant telle ou telle solution commerciale. Si vous ne connaissez pas, je vous invite néanmoins à aller voir deux outils qui sont très très différents. Il y a par exemple Adaptative Math que l'on utilise beaucoup dans le système éducatif français et j'imagine que pour des élèves qui apprennent le français et qui ont la possibilité d'intégrer l'apprentissage des maths en français, voilà un outil qui pourrait par exemple être pertinent. Et le deuxième outil, c'est un outil qui a été conçu pour la langue anglaise, mais qui est très intéressant dans ses principes et son fonctionnement que je vous invite à aller explorer pour comprendre ce qu'est l'IA adaptative. Ça s'appelle Writer's Toolbox. C'est un outil néo-zélandais qui justement guide les élèves dans la maîtrise progressive de l'anglais. Mais la technologie serait la même pour du français. Mais encore une fois, mon propos n'est absolument pas de mettre en avant tel ou tel outil. Hein. Donc, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de vous expliquer la technologie et pas de partager ou de valoriser telle ou telle solution technologique ou solution économique. Alors, je sais que ça n'a pas été compris, donc je vais le mettre dans le chat. Voilà. Hop. Voilà, Et c'est dans le chat. effectivement, j'ai vu passer un commentaire effectivement, une remarque de Valérie Lemonnier. C'est sûr que dans le cadre d'une conférence de ce type, c'est difficile d'entrer dans des exemples Oui. concrets avec des outils. C'est pour ça qu'il y a les formations qui viennent compléter. Vous pouvez en trouver. Il y a celles qu'on propose évidemment dans le cadre du BELC. Euh, et puis, il y a aussi des modules de formation qui peuvent être proposés, par exemple, par l'Institut français. Enfin, voilà, on pourra vous envoyer aussi des liens plus détaillés en vous envoyant également le replay de la conférence. Et une autre question sur, bah, justement, qui est revenue sur la question de l'âge, puisqu'il y a eu une question sur effectivement comment est-ce qu'on peut utiliser avec des élèves de CE1 l'IA adaptative alors, ouais, qui ne savent pas forcément taper sur un ordinateur ni écrire. Et après, il y avait Alexandra, si je ne me trompe pas, qui disait bah, qu'il y avait des recommandations qui disaient de ne pas utiliser l'IA générative là avant la quatrième. Je ne sais pas Hmm. si vous pouvez préciser. Oui, le souci avec une utilisation très précoce des outils d'intelligence artificielle, c'est la capacité de discernement de l'enfant qui va entrer nécessairement et automatiquement dans des schémas que l'on appelle des schémas d'anthropomorphisation, c'est-à-dire de confusion entre l'homme et la machine. Déjà pour nous, adultes, c'est très difficile de résister au marketing IA qui a tendance à jouer sur le terme d'intelligence pour faire croire à l'intelligence de la machine. Et la machine, encore une fois, ne l'est pas du tout. Donc, il y a vraiment une grande précaution à prendre de ce point de vue-là. Ensuite, quand on regarde à l'échelle internationale et à l'échelle nationale les préconisations, c'est de dire qu'il faut très tôt former les élèves à ce qu'est l'algorithme, c'est-à-dire aux limites de ce qu'est la probabilité de la machine et montrer le décalage justement avec l'intelligence humaine. Et ça peut se faire de manière débranchée, ça ne doit pas nécessairement se faire avec des outils d'IA. Ça ne doit pas d'ailleurs se faire avec des outils d'IA, surtout quand les enfants sont si jeunes. Ensuite, je dirais quand les enfants ont entre 10 et 14 ans, on peut imaginer que le professeur utilise l'IA, lui, en classe, soit pour préparer son cours, soit pour faire une démonstration face aux élèves qui leur montre précisément les limites de la machine et qui est très limitée aussi, qui est très sécurisée dans les données que le professeur va utiliser. Et ensuite, à partir de 14 ans, à peu près, hein, ça varie selon les réglementations dans les différents systèmes éducatifs et dans les différents pays, à partir de 14 ans à peu près, il est important cette fois-ci de basculer dans une autre logique, c'est celle d'une utilisation plutôt proactive de l'élève de l'IA, mais une utilisation qui doit être maîtrisée, accompagnée par le professeur et inscrite dans un cadre sécurisé. Il s'agit en particulier de développer l'hygiène numérique des élèves, de développer l'éthique et surtout l'esprit critique
dans l'utilisation de ces IA. Donc voilà, moi je vous ai montré des possibilités d'utilisation de l'IA essentiellement dans une logique de didactique, donc du point de vue du professeur qui utilise l'IA pour améliorer le résultat qu'il peut obtenir face à des élèves qui apprennent la langue. Quand ce sont les élèves qui utilisent, il faut vraiment être beaucoup plus prudent et donc respecter ces âges c'est à la fois une question de sécurisation des données, de maturation, d'éthique face aux machines qui de toute façon sont extrêmement intrusives, je l'ai dit, et en particulier face à une population d'élèves qui a déjà accès à haute dose aux écrans. Le but aussi, c'est de limiter, bien sûr, l'exposition des élèves à l'écran. Et mon propos n'est pas non plus de dire qu'il faut en permanence utiliser l'IA, mais au contraire, de l'utiliser de manière réfléchie, ciblée et ponctuelle. Merci. Il y a également, alors peut-être que ça a une question, donc plusieurs questions par rapport à la présentation. Donc je redis que vous recevrez automatiquement le replay de cette présentation. Et Sonia qui demande si on peut diffuser ce webinaire dans le cadre d'une réunion pédagogique. Comme vous recevrez le replay, évidemment, n'hésitez pas à le faire circuler et partagez-le avec vos équipes, bien entendu. Et il y a également Nabila qui demande, si je comprends bien la question, si vous considérez, au final, avec tout ce que vous nous avez présenté, que l'IA est important pour la classe de FLE. Alors, je pense qu'on vit dans un monde où la technologie d'intelligence artificielle prend trop de place pour que l'école ne s'en empare pas, en particulier sur le volet littératie de l'IA, éducation aux médias, à l'information et à la donnée. Je pense que c'est de notre responsabilité collective. Je pense aussi qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser l'IA pour faire un bon cours de français. On peut faire un très bon cours de français sans numérique. C'est important de le dire, mais nos élèves vivent dans un monde où il y a de l'IA sur les téléphones portables qu'ils utilisent. C'est donc de notre responsabilité, de notre co-responsabilité avec d'autres éducateurs, les éducateurs associatifs et les parents, d'arriver ensemble à faire émerger une génération qui saura prendre la mesure des limites de la technologie et de l'utiliser avec efficacité et frugalité. Donc pour le cours de FLE, je pense qu'il y a certains nœuds pour lesquels on a du mal, par exemple, valoriser le répertoire plurilingue de nos élèves ou essayer de réduire l'écart entre la maturité de l'élève et ce qu'il a envie de produire ou dire dans la langue cible qu'il apprend. Là, c'est dans ces nœuds-là que l'assistance de l'IA peut être pertinente. Pour le reste, il faut veiller surtout à ce que l'IA ne freine pas la créativité, ne freine pas l'apprentissage. Je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup d'outils d'IA qui spoilent le processus cognitif aussi, parce qu'ils ont tendance à être utilisés à la place de nos neurones. Et le rôle de l'école aussi, c'est de renforcer, de muscler les capacités intellectuelles et cognitives et culturelles, linguistiques et scientifiques des élèves, et pas de les freiner par l'utilisation d'une machine. Merci. Je pense que c'était effectivement important de le rappeler et de le préciser. Vous avez, alors, on va arriver aussi doucement à la fin de ce webinaire. Donc, s'il y a des questions auxquelles on n'aura pas répondu, on pourra vous envoyer avec Monsieur Hérin les, les réponses par mail, pardon. Et je voulais, ah oui, si, Susanna qui demandait est-ce que créer un assistant, un chatbot pédagogique, cela entre bien dans l'IA adaptative? Non, puisque c'est un dialogueur, donc ça veut dire que ça reste de l'IA générative. Donc non, ça n'entre pas dans la logique d'IA adaptative. L'IA adaptative, si vous voulez, c'est un système clos qui est préprogrammé et dont on utilise un certain nombre d'éléments dans un cadre précis, dans le cadre précis d'une tâche. C'est pas tout à fait la même chose. Donc les chatbots, donc les dialogueurs, donc c'est bien de l'IA générative puisque l'IA va générer du texte. C'est plutôt dans ce sens-là. En revanche, j'ai essayé de
de pousser un peu le trait pour vous montrer la différence entre IA adaptative et IA générative. Mais voilà, la ligne n'est pas aussi, la ligne de partage n'est pas aussi stricte. Il y a des utilisations qui peuvent, de manière créative, ressembler beaucoup à ce qu'on pourrait faire avec une IA adaptative, absolument. Merci. Valérie, tu voulais poser aussi une question peut-être? Non, moi Non. j'ai eu mes réponses à toutes mes questions. Donc je ne sais pas on a encore le temps de prendre une autre question. C'était juste pour clôturer. Alors, il y a aussi et ça, Monsieur Hérin, on reviendra vers Susanna qui demande effectivement sur la question d'être accompagnée par un consultant expert en IA et qu'on pourra transmettre des noms pour ceux que ça intéresse, évidemment, celles et ceux que ça intéresse. Et, euh, et non, je pense qu'après si j'ai, et par contre, il y a eu beaucoup de partages, plusieurs partages dans le chat, hein. Merci à tous les participants aussi qui ont partagé leurs réflexions autour de l'évaluation notamment. Mais je pense qu'on peut conclure. Il y a juste effectivement non, un dernier point, pardon. Touami qui nous dit effectivement que dans beaucoup de pays francophones, le CECR n'est pas en vigueur et que parfois il est difficile de comprendre les équivalents A2, B1, B2. Mais donc ça, pareil, on pourra envoyer des précisions par mail. C'est ce que je propose. Voilà. Donc, merci beaucoup, Très Valérie. bien. Merci beaucoup, Monsieur Hérin. Merci infiniment. Je ne voudrais pas, pardon, clôturer cette conférence et ce moment de partage avec vous sans remercier infiniment l'équipe du Belk qui a tout mis en œuvre pour que ça se déroule dans les meilleures conditions et vous le savez, ce n'est pas toujours facile. Donc, merci beaucoup, Joanna. Merci beaucoup à Mishka, et merci beaucoup à toute l'équipe qui est derrière. Je pense aussi à Julie Boudin et à Mélissa Chaibi. Voilà, merci infiniment à toutes les quatre. Merci, Merci beaucoup. Valérie. Merci Et Merci. beaucoup à vous. bonne formation à tous. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.